Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons Sport, l'émission qui revient pour vous sur l'actualité sportive nationale et internationale de la semaine. Lors de l'émission de ce soir, la part du lion reviendra sans jeu de mots aucun au sport roi. Les championnats de football Ligue 1 et Ligue 2 reprendront-ils? Si oui, quand et comment? Qui sont pour et qui sont contre? Nous essayerons avec nos invités d'y voir un peu plus clair, même si voir plus clair dans le football national n'est pas du tout chose aisée, avec les affaires et les scandales qui n'en finissent jamais. Alors laissez-moi vous présenter ce soir mes invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Dr Jamaldine Damarji, médecin fédéral. Docteur, bonsoir. Et ravi de vous retrouver avec nous ce soir. Merci bien pour cette invitation chaleureuse. On tombe vers la présence de Taufer et Amin. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Vous êtes président de la commission médicale à la Fédération algérienne de football, c'est bien ça? Exactement. Oui. Voilà, très bien. Et bien sûr, nous avons avec nous Toufiq Qureshi, manager général au CRB Louisdad. Toufiq, Allah salamtek. Allah salamtek, merci pour l'invitation. Et heureux de retrouver Jamal, qui est un très bon ami, et aussi Amin. Et bien sûr, nous avons avec nous un confrère, notre ami Mohamed Amin Azzouz, journaliste au quotidien El Moudjahid. Bonsoir Halim, et je salue nos amis ici présents, des gens avec lesquels je m'entends très bien depuis des années. Eh bien, tant mieux. Je voudrais bien que vous ne vous entendiez pas tant que ça pour qu'il y ait quand même un peu de débat lors de cette émission. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, nous avons pour habitude de débuter notre émission avec un cadeau que nous offrons à nos invités. D'habitude, c'est plusieurs cadeaux, mais cette fois-ci, nous avons un seul cadeau pour vous deux, pour vous trois. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui, normalement, devrait vous rassembler. Jingle d'abord. C'est une séquence commentée, mais juste après ça, on regarde.
Voilà, avouez que c'est un régal pour les yeux. Alors, messieurs, je voulais qu'on parle un peu de Rabih Madjer, le joueur, et qu'on essaie un peu de fermer cette parenthèse, Rabih Madjer, entraîneur, parce qu'on a tendance chez nous à oublier à chaque fois ce que certains ont donné à un certain moment. Donc, Rabih Madjer reste quand même un grand joueur sur le plan national, sur le plan continental et même sur le plan mondial. C'est une évidence, quand même, au vu de sa carrière. C'est un super grand joueur. Rabih Madjer, Mustafa pour les intimes. C'est bien de le rappeler pour les jeunes générations parce que c'est pas toujours. Non, de toute façon, il y a les séquences vidéo, même pour les nouvelles générations. Elles peuvent consulter les matchs de Madjer pour voir que c'était une vraie star, un super joueur, pratiquement qui a gagné beaucoup de choses. Coupe d'Afrique des Nations, Champions League avec le FC Porto. C'est quelqu'un qui faisait plaisir à voir sur les terrains, que ce soit du temps où il était honnête, parce qu'il a commencé jeune au Nasser Hussein Dey, ou bien en équipe nationale, ou bien dans les différents clubs pour lesquels il a joué, comme la plus grosse part de sa carrière, il l'a faite au FC Porto. Donc c'est l'un des monuments du club, de par l'histoire. Il a marqué de lettres d'or son passage à Porto. Même à Valence, il a fait de bonnes choses. Il devait jouer, je crois, à l'Inter Milan. Il s'était blessé, le grand Inter de l'époque. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre Rabih Madjer, le joueur, et Rabih Madjer, l'entraîneur. C'est vrai que son dernier passage en sélection, c'était pas tellement réussi avec toute la campagne anti-Madjer qui... On ne va pas revenir sur cette parenthèse-là. Au contraire, on voudrait à la limite passer à autre chose. Et Mohamed Stoul me dit que même le Bayern l'avait sollicité. Oui, même le Bayern, c'est vrai. Toufiq, un mot sur Rabih Madjer? Bon, un mot en termes de carrière, je dirais que c'est le meilleur joueur qu'a connu l'Algérie par rapport à sa carrière, surtout internationale. Mais en tant que valeur intrinsèque, je pense que l'Algérie a connu de très bons joueurs, à l'exemple de Assad, Belloumi, Maroc. Si on parle de valeur intrinsèque, je pense qu'il n'y a pas que Madjer, mais il y a d'autres joueurs. Mais en termes de carrière internationale, je pense qu'il est unique par rapport aux joueurs qu'a connu l'Algérie. Médecin? Moi, quand je vois Madjer, c'est l'élégance, c'est la technique, c'est la vitesse, c'est le savoir-faire au bon moment. C'est ça comment je qualifie le. Voilà, c'est un avis du médecin, hein, les aptitudes. Oui, je trouve toujours un plaisir de le voir et de revoir ses séquences, donc ça fait plaisir quand même. Hommage à notre joueur. Vous m'aviez parlé d'une anecdote, quelqu'un vous aviez confié une fois que... Oui, exactement. J'ai connu un arrière-gauche, ou l'arrière-gauche, je pense, ou l'arrière-droit. Le jour du match contre Madjer, il tient beaucoup parce que Madjer était très rapide, il avait beaucoup de difficultés à bloquer l'ancien joueur Madjer sur le terrain. Et Mohamed Stoul. Plus Halim, le fait que souvent dans les sélections, par exemple avant, il y avait beaucoup de matchs gala, sélection reste du monde, etc. Quand on jouait des matchs gala, on faisait souvent appel à lui. On ne peut pas faire appel à un joueur qui n'est pas star dans son pays, dans sa sélection. C'est clair, il faut voir comment on parle de Madjer à l'étranger. Parce que même Madjer, c'est quelqu'un sur le plan international, il est vraiment très connu. Belloumi aussi, pour ouvrir la parenthèse, je rejoins ce que vient de dire Koreshi, c'est que Belloumi, à mon sens, c'est le joueur c'est le top des tops, c'est-à-dire c'est un joueur exceptionnel. Et je pense que, comme on dit chez nous, parce que la carrière de Belloumi, ses qualités intrinsèques, sa technique, c'est peut-être pour moi c'est le meilleur joueur algérien de tous les temps. Je ne suis pas si sûr que ça. Des fois on fait des choix dans la vie qu'on risque de regretter plus tard. Il a fait le choix de rester ici et de ne pas partir dans les championnats étrangers. C'est ce qui a fait que peut-être il est passé un peu à côté d'une grande carrière internationale. Non, Belloumi, c'est rapidement une carrière internationale parce qu'il avait... Je crois qu'à 2 reprises, il a eu de graves blessures qui l'ont empêché d'aller. Il avait un contact avec la Juventus. Il a fait un petit passage à Murcia en Espagne. Mais Belloumi, quand même, c'était un grand joueur. Belloumi, Madjer, Assad. On a eu beaucoup de Djamel Zidane. On se rappelle de la blessure de Belloumi en Libye. Ali Fergani. On a eu beaucoup de bons joueurs. Il faut faire la part des choses. Si on parle de carrière internationale, non, ça c'est Madjer, ça c'est clair. Si on parle de valeur intrinsèque, on a eu de très bons joueurs. On a eu de très
très bons joueurs et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à reproduire d'aussi grands joueurs malgré que les moyens sont un peu plus disponibles aujourd'hui qu'avant? On en reparlera peut-être après le sujet du jour, hein, celui de savoir s'il va y avoir reprise ou pas. Sujet signé par notre ami Saïd Fellak. À l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, la saison footballistique 2019-2020 devrait reprendre ses droits d'ici quelques semaines. Réuni dimanche dernier en visioconférence, le bureau fédéral de la FAF a été catégorique. Pas de saison blanche. Au cours de la même réunion, il a été décidé de maintenir la feuille de route initialement établie le 30 avril dernier, qui consiste à poursuivre le reste de cette saison des 2 championnats professionnels Ligue 1 et Ligue 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines. Et cela, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. صحة المواطن أولى من المنافسات الرياضية ولا يمكن استئناف المنافسات الرياضية. La santé des citoyens demeure plus importante que les compétitions sportives. Comme il est impossible que les activités sportives reprennent en cette période, sauf si le déconfinement est annoncé par les hautes autorités. Toutes les fédérations sportives sont priées de proposer un protocole sanitaire détaillé et bien précis, sous certaines conditions, pour la reprise des activités sportives. La décision finale reviendra au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui accompagnera à son tour les différentes fédérations sportives dans le cadre de la reprise des compétitions et bien évidemment en collaboration avec le gouvernement et les institutions de santé. Malgré son scepticisme quant à une reprise de la saison footballistique dans les meilleures conditions possibles, le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, laisse toutefois entrevoir un retour possible de la compétition vers la fin de l'été. La fédération algérienne de football, c'est elle qui gère le football, prendre une décision de la reprise le mois de septembre ou bien de fin août ou quelque chose comme ça pour parler d'abord de cette reprise. Mais jusqu'à maintenant, on peut rien décider, on peut rien dire là-dessus parce que c'est une décision qui ne nous appartient pas. Mais qu'en est-il de l'intégrité physique des joueurs quand on sait que la saison des grosses chaleurs approche et qu'une reprise précipitée pourrait provoquer des blessures plus ou moins graves? Là, les avis divergent. Pour certains clubs, il serait risqué de reprendre après une pause aussi longue de 3 mois, mais pour d'autres, et par souci d'éthique sportive, il est indispensable de terminer la saison. Moi, je dirais que ce n'est pas le moment de continuer le championnat parce qu'on est en train d'écouter à la fédération, la Ligue, tout le monde dit qu'on va reprendre, la moitié disent qu'on ne peut pas reprendre. Moi, je crois qu'il vaut mieux ne pas reprendre puisqu'on est au mois de juin. Il vaut mieux préparer la saison prochaine. Alors que la levée du confinement est a priori prévue pour le 13 juin, du côté de la commission médicale de la FAF, on a déjà arrêté le protocole sanitaire nécessaire pour une reprise en toute sécurité. Nous avons donc eu l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Khaldi, celle du président de la Ligue de football professionnel, M. Medouar, et l'ex-joueur international, Omar Betrouni. Docteur, lorsqu'on voit cette cacophonie, c'est à ne plus rien comprendre. Hein. Non, c'est clair, la situation est claire, je pense qu'elle est claire. À partir au début de la pandémie, après l'apparition du premier cas en Algérie du Covid, le ministère a pris en charge le dossier du Covid. Donc, un a été créé au niveau du ministère, responsable de toutes les déclarations et qui sont suivies relatif au Covid. Même au niveau de la fédération, on a installé une cellule de veille présidée par le président de la fédération. Aboud Salah, responsable des médias, secrétaire général, M. Saad, et M. le DTN, Ahmad Shafir, et moi-même, bien sûr, pour suivre avec attention, on a suivi avec attention particulière l'évolution de cette pandémie. Et les décisions qui ont été prises en fonction des déclarations du ministère de la Santé, de la situation générale de la pandémie au début, on était très réticents, bien sûr, c'est clair, parce qu'au début, la situation n'était pas claire. Il y a beaucoup de cas qui ont été atteints, il y a beaucoup de décès aussi. On sait quoi faire. Même à l'échelle mondiale, c'est une première dans le monde. Oui. Les joueurs confinés à domicile, je parle du joueur. Il fallait s'y adapter. Il fallait s'y adapter.
Au début, on était à 15 jours, ensuite 15 fois 15 plus 15, donc les choses ont compliqué davantage. Mais quand même, mais actuellement, aujourd'hui, pour être rapide, aujourd'hui, la situation est claire. Il y a une image, c'est-à-dire, comment dirais-je, une bonne image sur l'évolution. On a plus de visibilité. Plus de visibilité. Il y a de l'espoir de revenir à l'activité sportive, à condition, bien sûr, il ne faut pas précipiter les choses. Rien n'a été fait au niveau du gouvernement, rien n'a été déclaré par le ministère de la Santé. Maintenant, on est au déconfinement partiel jusqu'au 14 juin. Très bien. Total. Docteur, pour le téléspectateur, dans le communiqué de la FAF, qu'est-ce qu'on peut lire réellement? Nous, du communiqué de la FAF, on doit donner de l'espoir pour nous tous. Il y aura reprise. Quel que soit X, il faut qu'il y ait une reprise. Très bien. Donc, quand est-ce qu'il y aura une reprise, tout dépendra, bien sûr, de l'état actuel. Et c'est une décision qui relève plutôt du ministère de la Santé, puis de la Jeunesse et des Sports. Et il y a bien sûr un protocole qui a été... Bien sûr, on a précipité. Et on reviendra par la suite. Justement. Oui. Tout faire. Lorsqu'on entend à 2 jours près la déclaration de Medouar, qui était plutôt pessimiste quant à une reprise, puis 2 jours après, on voit le communiqué de la FAF, on se dit il y a quand même un souci quelque part. Tout à fait, mais laissez-moi vous dire tout d'abord, je pars le fait que le docteur il a dit qu'il y aura reprise tôt ou tard. Je suis entièrement d'accord. Le football ne va pas s'arrêter en Algérie. C'est clair. Donc, mais quand est-ce qu'il y aura cette reprise? N'oublions pas qu'il y a une saison sportive à préparer. Il y a la saison 2020-2021. Oui. Donc, quand est-ce qu'on va reprendre? Et est-ce qu'on va reprendre avec le risque de mettre la santé et la vie des citoyens en danger? Donc, la question reste toujours posée. Revenons à la déclaration du président de la Ligue professionnelle et la déclaration du bureau fédéral. Donc, quand on voit entre les deux déclarations du bureau fédéral et du premier responsable de la gestion du football professionnel en Algérie, il y a un grand fossé. Tout à fait. Un qui est vraiment sceptique et qui est pour l'arrêt du championnat, entre les lignes on peut dire ça, et de l'autre côté, un bureau fédéral qui est confiant et qui nous dit qu'on peut reprendre tôt ou tard, bien sûr, avec l'autorisation des hauts responsables de l'État. Donc la question, nous sommes dans le flou. Deux grandes institutions, de structures responsables de la gestion du football en Algérie, ils sont complètement opposés. Et là, ça pose vraiment problème. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, en tant que gestionnaire de club? Donc, on connaît un peu la situation du pays. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises et je maintiens. Malheureusement, je suis un peu gêné parce que mon équipe est leader du championnat depuis le début de saison. Donc les gens ils vont interpréter, mais dire comme quoi que je veux faire arrêter le championnat pour bénéficier c'est clair, du titre de champion. Tout le monde aurait dit qu'il défend les intérêts de son club. C'est complètement faux, je n'ai jamais dit ça. Oui. Moi j'ai dit qu'il faut arrêter ce championnat et qu'on pense à la saison prochaine. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de... Après la décision technique, qui est champion, qui est premier, ça revient à la fédération et on la respectera. D'accord. Donc ce n'est pas pour donner le titre, même s'il faut donner le titre au CRB, je pense, l'équipe la plus qui mérite le titre, c'est bien CRB. Nous sommes leaders depuis le début de saison jusqu'à maintenant et nous sommes sur une courbe ascendante depuis la phase retour de la saison passée, en passant par le titre de Coupe d'Algérie à ce jour. Oui. Donc s'il y a une équipe qui mérite le titre, mais je ne l'ai jamais demandé. Oui. Moi j'ai dit, il faut préserver la santé et la vie des êtres humains. Moi je ne veux pas mettre la santé et la vie de nos joueurs et, et des acteurs du football au niveau du CRB en danger. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez quand même glissé quelque part. Il est plus facile peut-être de donner le titre de champion au PSG parce que l'écart est assez grand, ou à Liverpool, un peu plus difficile de le faire avec le CRB. Désolé, oui. il y a une situation exceptionnelle, il lui faut des solutions exceptionnelles. C'est clair. Mais vous êtes prêt à accepter n'importe quelle décision? Nous sommes prêts. Bon, très bien. Si on sent que nous sommes... De toute façon, il n'y aura pas de saison blanche. Parce que la FIFA, elle est contre une saison blanche. Donc automatiquement, il y a deux possibilités. Ou on va désigner le champion, ou bien on va désigner le premier, le deuxième, et le troisième, quatrième, les équipes qui vont participer à des compétitions régionales et continentales. Donc il y a deux possibilités.
Mais la meilleure solution qui peut exister, c'est de terminer la saison. Mais ne pas la terminer et mettre la vie des joueurs et des acteurs de football en danger. Ça, on l'a compris. Mohamed Amin, je pense que vous avez recueilli un peu les avis des uns et des autres. La tendance, elle est plutôt à la reprise ou, contrairement à ce qu'on pense, les gens ne veulent pas vraiment reprendre cette saison? La tendance, faute de moyens, les avis diffèrent. Les avis diffèrent selon les intérêts des uns et des autres. D'accord. Moi, personnellement, je trouve indécent qu'on parle de X champion alors qu'il s'agit là d'une pandémie. Donc, elle est internationale, qu'il s'agit de veiller à la santé des gens, etc. Donc, il est question de vie ou de mort. Peu importe qu'il soit champion, ça c'est secondaire, champion au deuxième ou troisième. D'ailleurs, souvent on dit que tout est faussé dans notre championnat parce que les choses sont liées, puisqu'on parle de magouille, etc. Donc être champion dans un championnat pareil, à son niveau, sans qu'on soit vraiment de vrais professionnels, avec du fair play. Mohamed, ma question est claire. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et quels sont leurs arguments? Ceux qui sont pour la reprise. On a parlé il y a des enjeux. Je vous donne des exemples concrets. Par exemple, vous trouverez les responsables de l'entente, ils sont pour la reprise. Parce qu'ils pensent qu'ils ont les moyens de terminer champion. Très bien. Le Mouloudia d'Alger, pareil. Peut-être la JSK les aussi. équipes qui n'ont pas d'enjeu, point d'intégration, que ça reprenne ou non, elles préfèrent ne pas reprendre. Ne pas reprendre. Ça leur fait pour mieux préparer la saison prochaine. Tout à fait. Les équipes qui jouent la relégation, ça les arrange qu'on ne reprenne pas. Qu'il y ait une saison blanche, c'est comme c'est éliminé par la décision de la FIFA, mais on peut trouver une solution alternative. Le problème, c'est qu'il y a un nouveau système qui devait être mis en place. Tout faire corriger. D'autres techniciens ont donné la solution comme quoi on peut désigner c'est l'une des possibilités. On désigne le champion, les équipes qui participent aux compétitions africaines sans relégation, parce que là, on ne peut pas pénaliser des équipes alors que le championnat ne se terminera pas. Donc, on diffère, c'est-à-dire au lieu de jouer avec un championnat à 18 clubs, on joue avec 20 clubs. Il n'y aura pas de relégation, mais les gens, par exemple, les équipes qui jouent l'accession en Ligue 2, elles vont accéder. Les équipes qui sont logées à Bon-Ancène en Ligue 1, c'est-à-dire elles seront récompensées, etc. Très bien. Personnellement, si vous voulez mon avis... Très rapidement. D'accord. Si vous voulez, personnellement, je ne suis pas très favorable à une reprise, à la poursuite de la saison actuelle. Parce que tout d'abord, je pense qu'on n'a pas les moyens. Ce n'est pas du pessimisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Déjà, en temps normal, on trouve des difficultés à programmer des matchs de championnat. On trouve des difficultés à caser des matchs en retard. Si l'on prend en compte en considération qu'on aura les clubs, certains clubs joueront des Coupes d'Afrique, donc la journée n'aura pas lieu le jour des matchs, des dates FIFA, des dates de Coupe d'Afrique, etc. Donc je m'imagine mal, si on reprend la compétition, si on poursuit la saison actuelle. Ce sera très compliqué. Déjà, si on la reprend en août ou en septembre, déjà en temps normal, la saison doit commencer en août, la nouvelle saison. Donc on va différer à 2 mois. Ensuite, il y aura un grand embouteillage, on se retrouvera dans des conditions exécrables. Le message est passé. Beaucoup risquent de regretter sans omettre de dire que est-ce que nous avons des stades qui répondent aux normes? La plupart des stades sont partants d'abord. C'est la question que je voulais poser justement au médecin fédéral. Est-ce que tous ces paramètres ont été pris en considération en prenant cette décision d'annoncer qu'il n'y aura pas de saison blanche cette année? Bien sûr, je reviens à ce qu'il a Alors déclaré. c'est un dilemme, docteur, pardon. Quand on voit la reprise des championnats un peu partout dans le monde, on se dit pourquoi pas chez nous, mais beaucoup vous diront que la réalité algérienne est autre, donc il va falloir la prendre en considération. C'est le vécu de tous les jours, il ne faut pas ignorer le basique, c'est clair. Je reviens à ce qu'a déclaré Taufer, je suis avec vous, c'est vrai, il y a un problème de... Mais notre préoccupation, nous, en tant que médecins, en tant que commission médicale fédérale, on est devant un problème de santé publique. C'est ça qui est en première ligne de notre préoccupation. Il y a une ligne rouge, il ne faut pas la dépasser. Premièrement, c'est la santé publique, c'est ça qui domine la situation, qui prime sur toutes les actions qu'on va faire. La population footballistique, elle fait partie de la population générale, bien sûr. Mais nous, selon les données du ministère de la Santé et l'évolution de la pandémie qui est en phase de régression,
on va proposer un protocole de reprise. C'est-à-dire le jour où on va dire qu'on va reprendre le 30 décembre ou le 1er novembre, quels sont les moyens nécessaires, les grandes lignes de ce protocole. Allez-y. Tout d'abord, pour avoir beaucoup plus d'espoir et de réouverture sur la situation générale, nous, en tant que, c'est-à-dire comment on a traité la chose. Au début, on a traité la chose en bloc, c'est-à-dire que le club, c'est le stade, c'est le transport et le club en lui-même. On a disloqué les trois entités. Premièrement, le transport, maintenant, il est géré par le statut et par le règlement du gouvernement. Maintenant, hier, ils ont déclaré que, par exemple, lors d'un transport dans un bus public, il ne faut pas qu'il dépasse 30-25 personnes, avec bavette obligatoire. Maintenant, la situation actuelle, c'est les trois paramètres à juger nécessaires pour les appliquer sur le terrain, de manière générale, vous, moi, l'ensemble de la population. C'est le port de bavette obligatoire, qui est un décret exécutif, donc c'est une obligation, la distanciation et le lavage des mains. C'est les trois axes pour lutter contre la transmission du virus. Oui. Ça pour le transport, c'est clair. Donc, c'est un problème qui a été mis à côté parce qu'il relève de la circulation. Le problème des stades, les stades, ça relève des autorités locales. Ils ont reçu des instructions du ministère de la Santé, des pouvoirs publics, comment désinfecter les stades, comment mettre les moyens nécessaires de lutter contre la propagation du virus, sans entrer dans les détails, c'est-à-dire que l'eau courante, le manugel, tout ce qui reste au niveau du club en lui-même. Nous, ce qu'on a proposé, après le déconfinement, bien sûr, sous réserve de la décision du gouvernement, bien sûr. Tout à fait, ça c'est clair. Non, pas si on connaît, tout est tiré au clair. Au niveau du club, est-ce qu'il y aura confinement ou pas? Le confinement, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que le confinement... Est-ce que le confinement est efficace dans ce cas-là? Non, il n'est pas efficace. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne faut pas comparer le confinement tel que les voyageurs qui viennent de l'étranger, ils restent dans la chambre pendant 15 jours, ils ne bougent pas de la chambre. Est-ce que vous avez le pouvoir? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que c'est normal de garder un joueur dans une chambre pendant 15 jours? Ça va. Pour nous, le déconfinement, la phase d'incubation a été chez lui. C'est sous toute réserve. Donc, ce qu'on a préconisé, de faire, tout d'abord, il faut bien examiner le joueur. C'est très important. L'examen du joueur, il est bien codifié par les instructions du ministère de la Santé. L'instruction numéro 9 a donné les détails de même l'interrogatoire du médecin vis-à-vis pour le joueur et l'examen complémentaire nécessaire. On a fait un plus. On a proposé, toujours sous toute réserve, de la décision de la base du ministère de la Santé, bien sûr, de faire un test rapide, sans entrer dans les détails et la considération de la fiabilité et le moment de prélèvement. On n'entre pas dans ces considérations-là. Disons que pour ne rien faire, ce n'est pas normal. Pour tout faire, ce n'est pas faisable. C'est quoi le tout faire? C'est-à-dire faire un scanner, un PCR, examen clinique, ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Donc même en Europe, on n'a pas ces moyens. On ne peut pas faire tout pour tout le monde. On fait un examen clinique minutieux, surtout l'interrogatoire. Les instructions du ministère, ils ont bien codifié l'examen clinique. Maintenant, dans la dernière instruction qui a été publiée, ils ont même allé à l'entourage du joueur. Comment faire le dépistage sur le contact du joueur. On a demandé peut-être, c'est la base du ministère, faire un test rapide le premier jour. Deux cas de figure. Un test rapide négatif. On le laisse tranquille, il va s'entraîner individuellement pendant les premiers 10 jours. Pourquoi 10 jours? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Parce que, supposons que le joueur a été atteint à G0, a été atteint en sortant de la maison, a été contaminé par un virus. Donc, la première semaine, le test rapide sera négatif. Pourquoi? Parce qu'on est en phase d'incubation. Les signes cliniques apparaissent à partir du 6e, 7e jour, jusqu'à 10 jours. Dans les 10 jours, si la positivité du test, il rentre dans le circuit du malade, le premier jour, s'il est positif, il rentre dans le circuit par excès ou par défaut, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure qu'on n'entre pas dans les considérations biologiques et les standards internationaux. On dit que pour le joueur, si un test rapide est positif, on entre directement dans le circuit de la positivité. Après 10 jours, si le test est négatif,
ils vont rejoindre le technique, c'est-à-dire l'entraînement par petits groupes, etc. Ça va être des tests comme ça tous les jours ou... Non, c'est le premier... Il peut, je dirais, très naturellement choper le virus. Bien sûr, clair, bien sûr. Et donc, les 10 jours, bien sûr. On va déplacer le curseur. Ce sera je reviens. Est-ce qu'il n'aurait pas, entre nous, quand je vois un peu la complexité de tout ce que vous venez de me dire, est-ce qu'il n'aurait pas été plus facile d'annuler la saison? Moi, je vous pose la question en tant que citoyen algérien. Non, je suis médecin. Les enjeux financiers en Algérie ne sont pas les enjeux financiers à la Liga. Le médecin, je pense, il est en train de proposer un protocole sanitaire s'il y aura reprise. Connaissons nos clubs. Est-ce que c'est un protocole qui peut être... Non, c'est un protocole de reprise. Oui. De reprise. On n'arrête pas, c'est pas moi, c'est la technique. Ça, c'est clair. Je parle de la reprise. Lorsqu'on va décider, moi et vous, on va reprendre le 1er septembre. Oui. Voilà ce qu'on doit faire. Mais est-ce que la réalité de ce protocole, c'est ça. Est-ce qu'il peut protéger la vie et la santé des acteurs du football? Est-ce que vous êtes inspiré, par exemple, de ce qui s'est fait en Allemagne ou qui va se faire en Espagne Allez, moi je pose cette question. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'on peut protéger la vie et la santé des acteurs du football avec ce protocole? On peut garantir la santé. Il faut mettre dans la tête. Rien n'est assuré à 100%. Même si on fait la PCR. Aujourd'hui, on va faire la PCR, examen très coûteux, ça demande beaucoup de moyens, il faut faire un prélèvement nasal. Aujourd'hui, il est négatif. Demain, il sera positif. Oui. Alors, pour prendre le risque? Non, on ne prend pas de risque. C'est le moyen de base. On doit le faire. On doit passer à ce stade-là. Parce que ça fait partie de la population générale. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi je le fais? C'est la même chose pour le footballeur. Et pour le footballeur, on parle de rassemblement de personnes. Dans la vie normale, je fais le test aujourd'hui, je sors demain pour faire des commissions, pour aller... Actuellement, moi, je pars tous les jours dans mon bureau, mais je prends mes précautions, je suis dans un bureau, j'évite de se rassembler avec plus de 2 personnes dans mon bureau. Mais le football, on parle de rassemblement de personnes, pas moins de 35 personnes. C'est ça le problème, on le pose de cette manière. On parle de rassemblement de personnes. Donc il y a problème de contamination. Non, on a pris ça en considération, bien sûr. Même un club, c'est comme les fonctionnaires. Les hôpitaux, c'est les zones à risque. Quelle est la différence entre un hôpital et un stade? Le stade est moins risque que l'hôpital. On n'a pas le choix dans un hôpital. Il y a des malades, on doit les prendre en charge. Même aussi dans un club. Docteur, pardon. Dans un hôpital, il y a des malades. On est obligé de les prendre en charge. On est obligé de prendre le risque. Il y a des médecins qui sont décédés. C'est des gens qui se sont sacrifiés pour les malades. Mais nous avons affaire avec des gens qui ne sont pas malades, qui ne sont pas atteints. Pourquoi s'encombrer avec des joueurs qu'on risque de les avoir demain à l'hôpital? On va prendre les moyens nécessaires de protection, c'est clair. On a dit ce qu'on a proposé. Lors du premier rassemblement, il faut qu'il y ait un rassemblement progressif. Les entraînements, ils vont être progressivement. On ne peut pas rassembler tout le monde sous couverture sanitaire. Ce protocole-là, pour qu'il soit validé, il est soumis au ministère de la Santé? Parce qu'on a reçu une instruction du ministère de la Santé, de la Jeunesse, pour le proposer le protocole. Ils vont le proposer au ministère de la Santé pour la s'il n'est pas validé par le ministère de la Santé. Donc on est revenu à la case départ. Magdalene, rapidement, parce que je voudrais que vous interveniez par rapport si vous permettez, c'est-à-dire au-delà de l'aspect sanitaire, sur le plan pratique, si on prend en considération la situation du football national, pourquoi prendre le risque de poursuivre une saison faussée, c'est-à-dire tu auras des matchs à huis clos, des conditions sanitaires avec le protocole drastique pour les clubs qui ne sont pas vraiment professionnels. La plupart des clubs ne sont pas structurés. Des problèmes financiers, la plupart des stades, c'est des stades, il y a un manque d'infrastructures flagrant. Attendez. Non, je suis pas par rapport. Non, Halim, c'est pas le sujet. Attends, c'est pas le sujet. C'est-à-dire, au lieu de perdre son temps à faire tout ça, on peut faire tout ça tout en stoppant la saison actuelle. La fédération, c'est une instance officielle. Elle doit prendre les décisions qui s'imposent sans avoir peur de la réaction de X ou de Y, parce qu'on voit des responsables de clubs, ils te disent on a peur de la réaction du public, on a peur de ceci. Dans ce pays, il y a des lois de la République qui s'appliquent, il y a l'autorité de l'État, elle doit être... Mais je ne pense pas que le public soit un problème. C'est clair, tu auras des matchs à huis clos.
On se demande avec quel niveau, la qualité, avec quel niveau les équipes vont se présenter après 3 mois d'absence. Avec la peur au ventre. Il y a autre chose. Laisse-moi garder mes idées. Les grandes chaleurs. Pour ne pas perdre mes idées. Ouais. Les joueurs ont été en confinement pendant 3 mois, c'est-à-dire sur le plan psychologique. Ils sont très atteints. Oui. Ils n'étaient pas en vacances, en relax, en Espagne ou en France ou au sud ou je ne sais pas où. Parce que le joueur, il est soumis à une forte pression pendant la saison. C'est clair. Il est tout le temps sous pression. Oui. Donc quand il prend son congé, même si c'est 2 ou 3 semaines, c'est la détente, c'est les relax, c'est la plage, etc. Mais là, il était en confinement avec un programme individuel tracé d'entraînement pour maintenir un minimum de forme physique. Donc avec quel état d'esprit le joueur va reprendre? En plus, tu vas te préparer pendant 6 semaines. Tu entames les matchs de championnat avec tous les aléas, les protocoles sanitaires, etc. Le huis clos. Et tu dois te reposer ensuite, je crois, 1 mois après période le mercato estival. Ensuite, tu vas te remobiliser pour reprendre une nouvelle saison. Alors que la nouvelle saison va reprendre peut-être en novembre ou je ne sais pas quoi. On va perdre un temps fou pour rien du tout. On a compris. Moi, je voudrais que vous... Rapidement. Il faut penser aussi aux équipes de la Ligue amateur. Oui. Oui, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Je rajoute un autre point important. La plupart de nos clubs en Ligue 1 et Ligue 2, c'est vrai qu'ils ont un médecin, un soigneur, un kiné. Mais est-ce que c'est des staffs médicaux au sens propre? C'est des prestataires. Parce que dans les clubs professionnels, tu as de vrais médecins, des médecins en médecine spécialisée, à part quelques clubs qui en disposent. La plupart n'en disposent pas. Même en division nationale amateur, tu as des médecins et un soigneur qui ne vient que le jour du match. Il y a des médecins qui ne viennent que le jour du match. Donc pendant des années, on n'a pas pensé à structurer le football, notre football. On parlait de professionnalisme, mais on avait de professionnels. Notre football n'avait de professionnalisme. C'est peut-être l'occasion, justement. Donc c'est au lieu de penser à structurer notre football, à assainir notre football, à la refonte du football, en prenant des décisions courageuses, on continue à bricoler. On a compris. On voudrait que vous gardiez toute votre énergie pour nous parler de l'affaire de l'ES Sétif et de Hilfaya qui apparemment est aujourd'hui devant la justice. À l'heure où nous enregistrons cette émission, justement, on n'a pas l'information. Vous avez suivi cette affaire, Mohamed Lamine? Tout le monde suit cette affaire. Oui. Bon, moi, ça ne m'offusque pas outre mesure, parce que les magouilles et ce genre de choses, c'est pas propre. Mais c'est la première fois qu'on voit une telle émission. Oui. C'est la première fois qu'on voit une telle émission prendre une telle ampleur, quand même. Non, parce que là, on parle de nouvelles. On sent qu'il y a une véritable volonté politique. Mais pourquoi? Parce que là, on parle de nouvelles républiques. Il y a eu le Hirak, je parle du Hirak authentique. Oui. Du début, là, tout le peuple a manifesté pour qu'il y ait un changement positif. Les autorités actuelles ont la volonté de faire changer les choses, je pense, j'estime. Je préfère rester positif et optimiste, de changer les choses. L'Algérie doit prendre une autre trajectoire avec des gens qui ont une certaine moralité, de l'intégrité, des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui œuvrent pour l'intérêt de l'Algérie. Ces gens-là, nous tous, on veut une justice libre qui prend des décisions. L'actuel président de la République et même le chef du gouvernement, etc., ils plaident pour ça. Donc, je pense que s'ils ne donnent pas l'exemple, il ne faut pas donner l'exemple avec Hilfaya ou X ou Y, parce que pendant des années, tout le monde magouillait. C'était le système en place qui était comme ça. Maintenant, il faudrait qu'on ouvre une nouvelle page et que les nouvelles règles soient claires pour tout le monde. Celui qui faute, il paye. Il y a la loi qui sanctionne tous les gens qui ne respectent pas la réglementation en vigueur et les lois. Que ce soit, on ne parle pas spécialement de Hilfaya ou de Saadawi ou de X ou de Y, parce que les magouilles, ce n'est pas nouveau chez nous. Donc, pourquoi, par exemple, on prend l'exemple hier, pas plus tard qu'hier, une émission sur le NTV, il y avait la présence du président du conseil d'administration de l'entente de Sétif, Monsieur Arab, qui affirme comme ça, tout en début, que Hilfaya n'occupe aucun poste officiel à l'entente, qu'il n'a ni licence, ni etc. Si c'est le cas, je n'aurais pas été sanctionné par la Ligue. Je comprends qu'ils veuillent défendre l'entente. C'est clair. On aime tous l'entente et ce n'est pas l'entente de payer. Non, l'entente doit être au-dessus de tout ça. Voilà. Mais dorénavant, à partir de la saison prochaine,
si les dirigeants faute, c'est le club qui paye, c'est dans le monde entier. On ne me parle pas de public, de supporters, et la vie, etc. Tu es responsable du club, tu magouilles. Si ton équipe ne gagne pas dignement sur le terrain, et il faut qu'elle soit sanctionnée. Pourquoi il veut se démarquer de Helfaya? Et pourquoi quand Helfaya faisait des déclarations officielles, apparaissait dans la télé, M. Arab n'a pas fait de déclaration pour dire que M. Helfaya ne représente pas l'entente. Tout faire. Ce coup de pied dans la fourmilière pourrait éventuellement révéler d'autres affaires comme ça C'est clair. Bon, je pense que tout d'abord, tant que la justice n'a pas statué sur ce cas-là, moi je considère les personnes comme des innocents. Tout à fait. Donc on attend la présomption d'innocence. Bien sûr, on attend la décision de la justice et à partir de là, on peut dire que telle ou telle personne a magouillé ou a vendu un match, etc. Mais je pense qu'il est temps maintenant de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et de mettre de l'ordre dans ce football quand il ne faut pas oublier que nous sommes détenteurs du Coupe d'Afrique, nous sommes champions d'Afrique. Donc je pense que ce genre de pratique risque de porter préjudice même au football national, même au titre qu'on a acquis avec la sueur de notre front. Donc je pense que c'est le moment, avec cette Algérie nouvelle, de mettre de l'ordre, surtout quand je parle du football, là, et de revoir un peu la composante des gestionnaires des clubs. Donc ce n'est pas n'importe qui peut gérer les biens du trésor public. Donc tous les clubs sont gérés par les moyens de l'État. Personne ne donne de l'argent de sa poche. Donc à l'État et aux responsables de ce pays de mettre de l'ordre et de mettre des gens crédibles qui sont capables de mettre tout cet argent au profit de la jeunesse algérienne. Et justement, peut-être que cette pandémie... Si vous permettez, en 10 secondes, il faut préciser que les magouilles dans le football, ce n'est pas propre au football national. On a tendance à vouloir faire croire aux gens que c'est que chez nous que ça existe. Non, dans les plus grands championnats, mais par contre, à l'étranger, dans les pays où le football est vraiment roi, où c'est le haut niveau, si tu fautes, si on t'épingle, c'est la guillotine. Il n'y a rien à dire. Moi, je pense que cette crise sanitaire pourrait justement être l'occasion de repenser ce football et de prendre les mesures qu'il faut. Tout à fait. Donc nous avons, moi, je parle par exemple de mon club au CRB. Durant toute cette période de confinement, on a fait un grand boulot. Et si c'était dans un temps normal, on ne pourra jamais le faire. Voilà. Donc on a profité de cette période de creux, si j'ose dire. Et on a avancé sur plusieurs plans. Donc, bien sûr, pourquoi ne pas le faire dans le domaine du sport d'une manière générale? Nous sommes en période de confinement, donc il y a pratiquement du vide dans les activités sportives. On essaie de mettre de l'ordre et essaie de mettre des nouvelles règles ou des nouveaux statuts pour mettre des barrières et protéger le football de ce genre de pratiques qui risquent de nuire à la progression de notre football et nuire aussi à l'image du pays d'une manière générale. Alors, vous parlez, Mohamed Amin. Alors, il parle justement, Toufer parle de l'image du pays. Alors, je pense qu'il y a une affaire dont on se serait passé, voir le tribunal arbitral du sport de Lausanne, auditionné vendredi par vidéoconférence les parties concernées dans l'affaire du match perdu par l'USMA sur tapis vert contre le MCA, en l'absence du représentant, malheureusement, docteur de la Fédération algérienne de football. Et cette séance s'est déroulée bien sûr en présence des représentants des deux clubs, d'un représentant de la Ligue de football professionnel et comme je disais en l'absence de celui de la FAF. L'instance arbitrale internationale devrait se pencher sur cette affaire devait se pencher en mars dernier, mais bon, à cause du Covid, elle ne l'a pas fait et la décision serait prise dans quelques jours. C'est une affaire qu'on aurait pu peut-être régler facilement chez nous, pas la peine de recourir aux tasses de Lausanne, tout faire. Bon, je pense que nous avons quelques informations sur ce dossier, mais peut-être qu'on ignore le contenu exact de cette affaire. Mais je pense, c'est vrai qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu aussi une mauvaise gestion si j'ose dire, de ce dossier.
un mauvais traitement de ce dossier. Et puis, c'est malheureux d'en arriver au TAS à un problème entre deux équipes algériennes gérées par une structure algérienne. Je dirais que c'est malheureux d'en arriver là, mais c'est vrai que ces structures à l'échelle internationale sont faites pour, en cas de malentendus ou de décisions qui ne satisfait pas une des deux parties, donc on a le droit d'aller aux instances internationales. Mais c'est malheureux d'en arriver là. C'est l'image toujours du football et de l'Algérie qui est en jeu. C'est clair, l'USMA, je ne suis pas l'avocat de l'USMA, je respecte les deux clubs. Il y a eu une décision qui a été prise. Le Mouloudia est en dehors de cette décision. Mais l'USMA, se sentant lésée dans ses droits, elle a eu recours à toutes les instances nationales qui ne lui ont pas rendu justice. À ses yeux, bien sûr. Elle a saisi la FIFA, tout simplement. Mais je voudrais... Vous avez une information par rapport à l'absence de la fédération? Non. Halim, si vous voulez, parce que tout à l'heure, on ne l'a pas assez dit, quand on a parlé du championnat à blanc ou fin de saison, en termes de la saison ou pas. Pas pour défendre encore une fois le CRB, parce qu'il faut chaque fois préciser les choses. Même si le CRB gagne le championnat, à l'étape actuelle, où il y a un problème, vous trouverez par exemple l'entraîneur de l'USMA, Mounir Zerdoud, que j'ai fait parler sur El Moudjahid, il dit, lui par exemple, il se positionne contre la poursuite du championnat. Il a donné les raisons, on les a tous énumérés tout à l'heure. Il a dit clairement, le CRB est premier depuis le début de saison. Il faut être fair play. Même si le CRB gagne le championnat après, c'est une fin en soi. C'est pas un problème. Donc il faut dépasser il ne faut plus avoir de sentiments, etc. Il faut prendre des décisions qui s'imposent en pesant le pour et le contre. Et dans l'intérêt général. Très bien, on a compris. En deux mots, rapidement, parce que... Je pense maintenant, je vais dire certaines vérités. Moi, j'ai constaté depuis le début de cette pandémie, il y a un acharnement contre le CRB. Moi, je me pose la question. Une équipe qui est leader du championnat depuis le début de saison jusqu'à maintenant, c'est-à-dire nous avons fait les 2/3 de championnat. On n'a jamais demandé les titres, on n'a jamais demandé d'être désigné champion. La meilleure solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de continuer un championnat. Mais en cas où, pourquoi tout cet acharnement? Pourquoi on s'oppose au CRB? S'il y a quelqu'un qui a dominé le championnat depuis le début de saison jusqu'à maintenant, c'est bien CRB et pas quelqu'un d'autre. C'est normal. C'est vrai, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et je pense que les responsables sont obligés de prendre des décisions. Je pense que ceux qui s'acharnent sur le CRB sont peut-être ceux qui prétendent... Il faut dire clairement. Et c'est peut-être de bonne guerre, parce qu'ils ont leur chance aussi, eux, de remporter le championnat. On n'a jamais demandé d'arrêter le championnat. Oui, ça on a compris. Pour avoir le titre. On a dit qu'il faut arrêter le championnat pour préserver la santé des personnes. Et indirectement, les gens ont fait leur propre lecture. Et moi, j'aurais voulu qu'on arrête le championnat pour rassainir le football d'une manière générale et pas pour désigner. Les gens qui aiment à ce point leur club, est-ce que tous ces gens-là s'occupent des catégories jeunes? Est-ce que tous ces gens-là pensent à structurer leur club? Est-ce que tous ces gens, puisqu'ils aiment à ce point leur club, donc le plus important, c'est pas que le CRB soit déclaré champion ou X ou Y, on a d'autres priorités. Il faut penser à ces priorités. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, il y a une autre information qui a circulé et pour laquelle le sélectionneur national sur laquelle il a voulu s'exprimer. Alors, Jamel Belmadi, qui revient sur cette affaire Louka Zidane, si affaire il y a, où en effet Jamel Belmadi a vivement démenti avoir pris contact avec le gardien de Racing de Santander, Louka Zidane, malgré de nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours, à moins qu'il ait été contacté par quelqu'un d'autre se faisant passer pour moi. Pour ma part, je n'ai jamais parlé ni échangé de manière directe ou indirecte avec ce joueur. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer ma manière de travailler ou ma façon de faire lorsqu'il s'agit d'entamer une approche avec un joueur intéressant. L'équipe nationale a indiqué Belmadi dans une déclaration à la FAF. Je réfute ce genre de fabulation et je saisis l'opportunité que vous m'avez offert de dire la même chose sur ce qui a été rapporté il y a quelque temps au sujet du gardien Louka Zidane que je qualifie de fake news. Et si je n'ai pas réagi à ce moment-là, et je ne le ferai pas à l'avenir face à ce type de mensonge, c'est que ce n'est pas Louka Zidane qui l'a déclaré à la presse, on a compris. Donc c'est une fake
fake news, on passe à autre chose. Alors, on va passer... Il y a le cas de Lucas Zidane, il y a le cas d'un autre joueur, Schmidt, Jonathan, qui joue en Allemagne, à Leverkusen. Mais là, c'est le joueur qui a parlé. Voilà, ça change tout. Ça change tout. Donc, et Jamel Belmadi n'est pas censé intervenir à chaque fois qu'il y a une fake news. Il a parlé, puisqu'il a dit que Belmadi m'a contacté. Est-ce que via un intermédiaire, et c'est un faux intermédiaire, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui s'infiltrent. En tout cas, Jamel Belmadi s'est prononcé, c'était très clair. C'est sacré, il faut lui éviter ce genre de... Il faut éviter de polluer l'atmosphère en équipe nationale. Il y a un sélectionneur en place. S'il y a un joueur qui est contacté ou qui veut... C'est peut-être l'arrêt des compétitions, les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient, ils doivent bien s'occuper, donc on sort comme ça des fake news. Alors, pour aller très vite, on va passer au chapitre international avec ces JO pour lesquels on se pose toujours la question, est-ce qu'ils vont se tenir malgré le report ou il y a risque qu'ils soient annulés totalement? On regarde. Pierre-Olivier Beckers, haut responsable du CIO, s'est montré clair, net et précis dans une interview accordée ce samedi aux médias L'Avenir. Selon lui, si les Jeux ne peuvent se tenir en 2021, ils seront tout simplement annulés. Les Jeux de Tokyo auront lieu en 2021 ou n'auront pas lieu, a déclaré le Belge, qui préside notamment la commission de coordination des JO 2024. Il est en effet inenvisageable de tenir à bout de bras un tel projet plus longtemps avec des coûts colossaux et des milliers de personnes mobilisées. De plus, il est indispensable de reprendre le calendrier sportif normal afin de permettre aux grands événements de retrouver leur place. Toutes les fédérations sportives ont dû s'adapter au report des Jeux. On ne peut pas concevoir pareil chamboulement une seconde fois, poursuit le président du comité olympique belge. D'après Beckers, la décision finale sera prise au printemps si des questions subsistent encore, précisant qu'il se dit optimiste quant à la tenue des Jeux, rejetant toutefois l'idée des JO à huis clos. Concernant l'édition 2024, il veut que Paris soit différent. Nous tenons à organiser des Jeux responsables sur le plan économique, des Jeux solidaires, inclusifs, durables et utiles pour la société. La volonté du CIO est que les Jeux s'adaptent aux besoins des villes, des pays et plus l'inverse. Paris sera la première édition qui s'inscrira totalement dans cette vision, avance-t-il encore. Il faut lutter contre le gigantisme. À Paris, on va revenir à un budget inférieur à celui des éditions précédentes, 3,8 milliards d'euros pour les opérations et environ 3 milliards pour les infrastructures, conclut enfin le patron de la commission de coordination des JO 2024. Docteur, alors c'est vraiment le citoyen qui parle. Hein. On se sent perdu. Lorsqu'on voit le déconfinement un peu partout en Europe, quand on commence à parler de presque la disparition du virus, et qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'il y aura ou pas des Jeux Olympiques, même en 2021, c'est à ne plus C'est délicat parce qu'on ne peut pas se comparer à l'Europe. C'est le fait que ce virus soit nouveau, on ne sait pas comment il va évoluer, est-ce qu'il va revenir ou pas? Bien sûr, chaque jour, il y a des montagnes de publications qui sont publiées sur le virus. On a commencé par une pneumonie. Parfois contradictoire. Hein. Oui, parfois souvent contradictoire. Mais on ne peut pas dire ça parce qu'il s'agit d'une conclusion d'une équipe médicale, d'une équipe scientifique qui a fait une recherche. L'équipe allemande, ce n'est pas l'équipe espagnole, ce n'est pas l'équipe américaine, ce n'est pas l'équipe chinoise. Oui, mais scientifiquement parlant, à un moment donné, on doit se rejoindre. Oui. C'est les mêmes... Mais ce n'est pas les mêmes données biologiques. D'accord. Alors qui a tort, qui a raison? Comment on peut le savoir? Non. Est-ce qu'on peut être quand même optimiste? Je sais pas. Mais quand même. Rester prudent. Il faut rester prudent. C'est point d'interrogation. Mais quand même. Le docteur, il reste toujours sceptique. Hein. Non, bien sûr, c'est clair. Devant Imadibera, c'est ça. En tout cas, pour le protocole, on a compris, docteur. Vous n'y êtes pour rien. S'il y a reprise, vous êtes obligé de faire votre boulot, de préparer un protocole sanitaire. C'est son rôle. Nous ne faisons pas votre procès. Non. Voilà. Alors, je voulais dire qu'on est toujours devant un problème de santé publique. Oui. On est devant une maladie nouvelle, une maladie contagieuse, une maladie virale, elle laisse des traçabilités pulmonaires, cardiaques, etc. On a commencé par faire, dans les débuts, en Chine, on a commencé par une pneumonie, par une pneumonie d'origine virale. Oui. Au fur et à mesure, on est arrivé jusqu'à la maladie de Kawasaki chez l'enfant. Au début, on a dit que les enfants ne sont pas atteints. C'est fait ouvert. Vous vous souvenez? Maintenant, il y a les enfants qui ont été atteints. Il y a le joueur de Madrid, de l'école, à 14 ans, il est décédé. Une jeune aux États-Unis, en France aussi. Maintenant, on est arrivé le cas de décès qui ont eu. La majorité, c'est des problèmes thromboemboliques, des AVC, des embolismes pulmonaires.
La dernière étude, je l'ai lu hier, on parle de groupage sanguin, les A sont plus exposés au Covid. Donc, quelqu'un qui est positif, il faut faire attention. Donc, ce que je voulais dire, donc, il y a beaucoup de... Alors, on a compris... Je dois quitter ce studio. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. On a compris, parce que là on me dit qu'on a un peu débordé, on a compris qu'on pouvait être optimiste tout en restant prudent. C'est bien ça, docteur. Ok, alors on passe... Pardon, ce que je voulais dire. Oui. Je reviens, les trois axes plus importants, c'est la distanciation, pas de bavette obligatoire et le lavage des mains. Très bien. Alors on va passer aux autres informations internationales en bref. Après 4 mois et demi d'interruption en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la saison régulière de NBA va reprendre le 31 juillet à Disney World, en Floride, où sera titré un champion parmi les 22 équipes engagées sur cette fin de saison inédite qui se déroulera à huis clos. Après l'annonce approuvée jeudi par 29 des 30 propriétaires de franchise, Portland est la seule équipe à avoir voté contre. Il manquait une dernière formalité avec l'approbation du syndicat des joueurs qui, sans surprise, a lui aussi donné son accord ce vendredi.
Petra Vitova, double championne de Wimbledon, a déclaré qu'elle avait hâte de disputer à nouveau un tournoi. Elle s'adressait aux journalistes à la veille d'un tournoi entièrement tchèque qui doit comporter un événement masculin et un événement féminin de 8 joueurs chacun. Il n'y a pas de public lors du tournoi et pas de poignée de main avec ses rivales. Vesely, classé numéro 65 mondial, est le meilleur joueur du côté des hommes. Ce ne sera pas la même chose qu'un tournoi régulier. Il n'y a pas de points joués, pas d'intrigue, il n'y aura pas de fans. Mais bien sûr, nous attendons les matchs avec impatience et nous essaierons de jouer à notre meilleur tennis. Vitova a commenté « Nous sommes ici pour réintroduire le tennis, non seulement en République tchèque, mais aussi dans le monde. Le plus dur sera de trouver le rythme. On n'a pas joué de match depuis très longtemps. J'espère que personne ne s'attend à ce que nous jouions un tennis fantastique, car cela peut arriver ou non. » Et de conclure, je pense sincèrement que ce n'est pas éthique de ne pas serrer la main et de simplement donner un coup de raquette. Je pense que c'est la chose qui m'est le plus désagréable. L'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est impatient que la compétition reprenne en Espagne dans moins de 2 semaines. Nous avons très envie de revenir à la compétition, a assuré Benzema, 32 ans, ce mardi, dans une vidéo relayée sur la page web du club, moins de 2 semaines avant la reprise du championnat espagnol. Nous avons très envie de revenir à la compétition et de gagner des matchs, a-t-il affirmé aux médias du Real Madrid, après la session d'entraînement matinale, l'une des premières avec le groupe au complet. Le premier match sera très important contre Eibar à la maison et nous allons tout donner jusqu'à la fin, a ajouté l'attaquant madrilène. Le Real Madrid, deuxième du championnat à 2 points du leader, le FC Barcelone, fera son grand retour en Liga le dimanche 14 juin à 20h30 à domicile contre Eibar, 16e, dans le cadre de la 28e journée, la première depuis l'arrêt du football en raison de la pandémie. Voilà, alors la reprise de la Liga, au grand bonheur des amateurs de football. Juste avant de se terminer, on va essayer de voir une séquence sympa, mais juste avant cela, le jingle. Comme le disait Toufik, au grand bonheur des financiers du club, bien sûr. Alors, la séquence, on va la voir et on ne va pas la commenter puisqu'elle parle d'elle-même. Voilà, c'est le sport que l'on aime tous. Alors, si vous deviez conclure, on commence par vous, Toufik. Toujours, je reviens à la reprise du championnat. S'il faut annuler une saison sportive 2020-2020, il faut l'annuler. Et on attend le moment où il n'y aura plus de virus dans ce pays. On reprendra les 8 matchs. Mohamed Amin. Assainir et restructurer le football national, c'est la priorité. Gagner le titre, ne pas gagner pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est secondaire. Oui. Docteur. La reprise est conditionnée par le respect du protocole sanitaire pour préserver la santé de nos joueurs et de nos partenaires généraux. Très bien. La vie humaine passe avant tout. Alors, juste avant de finir, je ne peux pas ne pas saluer notre ami Achour de Ennedja qui suit cette émission et qui est un fidèle téléspectateur. Il aime le CRB et c'est un grand fan de Toufik Koreichi, donc il vous passe le bonjour. Achour, si vous nous regardez, on vous salue tous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, messieurs, à saluer tous les techniciens du Studio 2 et vous saluez-vous de nous avoir suivis. Je vous dis bonne soirée. Salam.